Prochain arrêt, Binge Audio. Saviez-vous que les femmes ne sont entrées dans les tests cliniques qu'en 1993 ? Que les posologies de médicaments sont pensées et testées majoritairement sur les hommes ? Que lorsqu'une femme a un problème cardiaque, elle est prise en charge 37 minutes plus tard qu'un homme en moyenne ? Ça n'est pas qu'une impression. Nous, les femmes, sommes la dernière roue du carrosse de notre système de santé. En tout cas, sur les enjeux qui nous concernent spécifiquement. Comment expliquer, par exemple, qu'il existe depuis 25 ans une petite pilule bleue pour les problèmes érectiles de ces messieurs et rien, ou si peu, pour soulager les femmes de leurs douleurs de règles, de l'endométriose, puis ensuite des symptômes de la ménopause. Solène Lehen est journaliste à France Info, spécialiste des questions de santé. Pendant 2 ans, elle a enquêté avec Marie-Morgane Lemoël sur la santé des femmes et toutes deux viennent de publier un livre, Les Négligés, chez HarperCollins. Les Négligés, c'est vous, c'est moi. Et le manque de recherche et d'information est encore plus criant pour les femmes passées 45 ans. Ça ne pouvait évidemment que m'interpeller. Bonjour Solène. Bonjour. Alors dans votre livre avec Marie-Morgane, vous dites... On est au Moyen-Âge de la médecine de la femme. C'est fort, ça. Oui, alors c'est pas nous qui le disons, c'est un médecin qu'on a interviewé, parce que, évidemment, nous, on n'est que journalistes. Faut bien préciser, on n'est pas médecin. Donc, on est allé voir plein de monde. On a vu des patientes, on a vu des médecins, on a vu des chercheurs, on a vu des associations de patients. Et il y a un médecin, effectivement, qui nous a dit, mais on en est au Moyen-Âge de la médecine de la femme. Alors, désolé pour les médiévistes, les historiens qui trouvent toujours qu'on dit du mal du Moyen-Âge, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est au tout début, en fait, de la recherche sur plein de maladies, des maladies proprement féminines, style endométriose, fibrome, syndrome des ovaires polykystiques. On part de très très loin. Ouais. Et il y a beaucoup encore à faire. Parce que, vous l'avez dit, tu l'as dit, on peut peut-être se tutoyer, ouais, du coup. Bien sûr. Parce que tu l'as dit, la médecine a été faite pendant longtemps par des hommes, pour des hommes. On a trouvé par exemple une petite pilule bleue pour la dysfonction érectile. Mais pour les femmes, y a plein de choses pour lesquelles on ne s'est pas tellement intéressé, sur lesquelles on ne s'est pas tellement intéressé, parce que pendant très longtemps, c'était normal d'avoir mal quand on avait des règles, c'était normal d'avoir mal quand on accouchait, ouais. Et puis après tout, on était là sur Terre pour avoir mal. La douleur n'était pas entendue chez la femme. Pas entendue. On trouvait qu'elle s'écoutait trop, c'est ça. C'est ça, alors elle s'écoute trop. Il y a aussi, alors c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a pas mal travaillé sur la douleur justement en écrivant le livre, et on a découvert que si les femmes sont parfois traitées de chochottes, c'est pas complètement à tort, parce que les femmes sont plus sensibles à la douleur. Les hormones, justement, font qu'on est un petit peu plus sensible à la douleur, et les hommes, eux, ils ont la chance d'avoir une autre hormone qui s'appelle la testostérone, qui les rend moins sensibles à la douleur. Mais malgré ça, elles s'écoutent peut-être un petit peu moins que les hommes. C'est ça. Quand elles ont une vraie douleur, parfois elles traînent, entre guillemets, avant d'alerter. Ouais. Et parfois aussi, on ne les prend pas suffisamment au sérieux. Exemple, pour les maladies cardiaques, vous arrivez avec un problème cardiaque à l'hôpital ou chez un médecin, et pour la prise en charge, en moyenne, c'est 36-37 minutes plus tard qu'un homme. Ça m'a vraiment halluciné, ce chiffre. 37 minutes plus tard. Alors, c'est quoi l'explication ? C'est aussi parce que... par exemple, pour les maladies cardiovasculaires, on ne sait pas que ce sont des maladies qui sont la première cause de mortalité en France chez les femmes, et même dans le monde. Ça tue beaucoup plus les accidents vasculaires cérébraux ou les infarctus qu'un cancer du sang, par exemple. Et et les médecins n'ont pas ça dans leur imaginaire, dans leur scope, si on peut dire. Ils estiment que les maladies cardiovasculaires, c'est les hommes. Et on repère assez mal, en fait, les symptômes, par exemple, d'un infarctus chez une femme. Il y a parfois des symptômes un petit peu différents. Ça peut être par exemple des problèmes gastriques. Alors forcément, on n'y pense pas souvent. Et les femmes, résultat, sont un peu moins bien prises en charge sur ces problèmes. C'est dingue, parce que ça veut dire que les clichés genrés, ça vaut aussi pour les maladies. C'est vraiment fou. Comment est-ce que vous est venue l'idée de ce livre à toutes les deux ? Alors, en fait, on est toutes les deux journalistes. Marie-Morgane Lemoël, elle gérait tout ce qui est industrie pharmaceutique il y a encore 2-3 ans à l'AFP. Et moi, je suis journaliste santé à la radio, à France Info. Et tu sais comment ça marche. On reçoit des communiqués de presse, de communicants, toutes
toute la journée, qui nous vendent, qui nous vantent plein de solutions, soi-disant miracles. Et alors, il y en a à peu près la moitié qu'on jette à la poubelle, mais il y en a quelques-uns qu'on se gardait de côté parce que ça nous est presque rire, tellement c'était farfelu. On recevait des objets, enfin pas des objets, mais en tout cas des mails qui nous vantaient des objets pour guérir l'endométriose ou toutes les maladies. Alors ça pouvait être par exemple du CBD contre l'endométriose, où on nous disait qu'on allait, grâce à tel coach, guérir de l'endométriose, ou on nous vantait des oreillers rafraîchissants contre les bouffées de chaleur de la ménopause, ou des éventails, enfin voilà, plein de choses un peu farfelues. T'as senti un peu le business derrière, quoi. On en a ri, on se les échangeait, on disait « Ah, t'as vu celui-là ? Ah oui, mais regarde celui-là, c'est encore plus farfelu, le tampon éponge. » Enfin, voilà, plein de choses un peu rigolotes. Et après, on s'est dit « Mais en fait, si on en reçoit autant, c'est qu'il y a un marché. » Et on a creusé, et effectivement, il y a un énorme marché. Le marché du bien-être, dont la santé des femmes est l'un des piliers, c'est 5 000 milliards de dollars. Donc il y a pas mal d'argent à se faire, et sachant, c'est là aussi où on en est venu à notre livre qui s'appelle « Les négligés EES », c'est que la santé des femmes a longtemps été négligée, il y a un grand vide, il y a plein de femmes qui se posent des questions, elles n'ont pas de réponse médicale, et donc il y a plein de charlatans qui s'engouffrent dans ce vide et qui vont vous vendre un peu toutes les solutions miracles et farfelues. Alors on va revenir à ce business tout à l'heure, mais juste pour rester sur ce que je disais tout à l'heure, les femmes ont longtemps été exclues des protocoles de médecine. Ça s'explique par les variations hormonales, en fait. Ça s'explique par la spécificité des corps féminins. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Notamment, oui. Alors, il y a deux choses. En fait, si elles ont été longtemps exclues des essais médicaux, notamment aux États-Unis, qui étaient un peu l'alpha et l'oméga dans les années 40, 50, c'est parce que il y avait une question de protection. Il y a eu des scandales à l'époque, le scandale du Distilbène, le scandale du thalidomide, où des femmes prenaient ces médicaments et donnaient naissance à des enfants mal formés. Et on s'est dit, oh là là, les médicaments qu'on teste, attention, on va arrêter de les tester sur des femmes en âge de procréer, parce que nos candidats médicaments, comme on dit dans l'industrie pharmaceutique, les médicaments qu'on veut tester, si jamais les femmes qui les testent ensuite donnent naissance à des enfants mal formés, c'est la catastrophe. Procès éventuel. Donc, on va essayer d'encadrer tout ça et de pas trop prendre des femmes justement en âge de procréer. Il y a eu tellement de zèle qu'on n'en a plus pris du tout. On les a complètement exclus des essais thérapeutiques. Et il y a aussi ce facteur hormonal qui fait que une femme, c'est pas facile à examiner, à observer quand on teste un médicament, parce qu'il faut prendre en compte justement cette variabilité, les cycles hormonaux. Et donc faire un essai clinique sur une femme, ça prend beaucoup plus de temps que sur un homme, et donc plus d'argent. Forcément. Par exemple, les variations de température, etc. Voilà, tout ça. Ouais. Et ce qui fait aussi que la recherche en amont, quand on fait de la recherche sur les rats ou les souris, souvent on prend des rats mâles plutôt que femelles, parce que là aussi, il y a des hormones, il y a des cycles qui font que c'est plus simple d'étudier une souris mâle. Donc, par exemple, le CBD endométriose, là, les communiqués un peu farfelus qu'on recevait, on s'est dit, pourquoi pas ? Alors, le CBD, ça peut peut-être soulager les douleurs d'endométriose, mais en fait, on a regardé, tout ça a été testé uniquement sur des rats, donc pas sur des femmes. Ouais. C'est pour ça que ça... peut-être que ça marche, mais peut-être que ça marche pas non plus. Et sur des rats, en plus, mâles. Donc, voilà. Oui, bon. Et alors, j'ai vu que les femmes ménopausées étaient aussi interdites d'essai. Oui, alors ça, c'est le côté un peu rigolo. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on a fait tellement de zèle qu'on s'est dit, oh là là, on va exclure les femmes en âge de procréer. Et aux États-Unis, il y a pas mal d'études qui ont été faites justement sur pourquoi les femmes ne sont pas suffisamment dans les essais cliniques. Et on se rend compte que les labos pharmaceutiques, ils veulent tellement se protéger que même les femmes ménopausées, quand on est une femme ménopausée et qu'on veut faire un test de médicaments, on nous demande quand même de faire des tests de grossesse toutes les semaines. Pour savoir, même si on est ménopausé, pour savoir si vraiment on n'a pas un risque de donner naissance à un enfant. C'est une perte de temps et d'argent, mais ta vie. Mais bon. Et donc, les femmes s'excluent aussi elles-mêmes un peu de ces protocoles. Alors, il y a des conséquences très concrètes au fait que les médicaments soient testés majoritairement sur des hommes. C'est que les femmes ont, avec les mêmes médicaments, 50% de plus de chances de développer des effets indésirables. Ça m'a estomaqué dans ton bouquin. Oui, parce que on s'est dit donc très longtemps, c'est pas grave si on met pas les femmes dans les essais cliniques. Après tout, le corps d'une femme, c'est la même chose qu'un homme en plus petit.
Mais aujourd'hui, on sait que ça fonctionne pas non, comme pas ça. vraiment. Et tu cites l'exemple du Stilnox, Oui, parce que pour le coup, c'est un somnifère, ouais. elles Ouais, sont ouais. parfois même surmédicamentées. Une C'est question ça. de poids, enfin de... C'est ça, c'est que même à poids égal, à taille égale, etc., la femme n'assimile pas les médicaments de la même façon. C'est-à-dire qu'une femme va assimiler plus vite un médicament et l'éliminer plus lentement. Donc, admettons un médicament, je prends au hasard, qui agirait pendant 30 heures dans le corps d'un homme. Dans le corps d'une femme, il va peut-être agir 48 heures. Donc, c'est des doses de cheval, ce qu'on leur donne, ce qu'on estime être une dose standard pour un homme. Pour une femme, c'est une surdose. Et le Stilnox, c'était le cas, effectivement, dans les années 90. On s'est rendu compte que ce somnifère on donnait une dose qu'on estimait standard. Les hommes, super, hein, le matin, au réveil, ils étaient en forme. Les femmes, elles étaient encore somnolentes. Et ça donnait lieu à des accidents de voiture. Et résultat, les femmes, donc on a dit, mince, c'est pas les bonnes doses. Donc on a un peu arranger les doses, maintenant, justement, sur le Stilnox. Mais on se rend compte que très longtemps, elles ont été surdosées. Et la plupart, aujourd'hui, des médicaments que vous avez dans votre armoire à pharmacie, c'est encore le cas. Donc, c'est surdosé. On vous donne des doses de cheval. Et donc, vous avez plus de risques d'avoir des effets secondaires. On fait plein de découvertes hallucinantes dans votre livre. Ce qui m'a aussi vraiment frappée, c'est ce chiffre. Seul 1% des financements consacrés à la recherche et à l'innovation en santé vont vers la santé des femmes. C'est une étude McKinsey. 1%. Alors ça monte à 5% si on compte le cancer du sein, mais c'est pas beaucoup, effectivement. Oui. Et ce qu'on disait au début, on en est au Moyen-Âge de la médecine des femmes, c'est-à-dire que les financements, les financeurs, qu'ils soient privés ou publics, ce sont assez peu et ils s'intéressent toujours assez peu à la santé des femmes avec le retard qu'on a pris sur la recherche. Je donne juste un chiffre, Solène, que j'ai encore piqué dans ton bouquin, sur la santé cardiovasculaire. C'est 17 centimes de recherche dépensés par femme et $4 dépensés pour un homme. Mais parce que pendant très longtemps, il faut pas y voir un grand complot masculiniste. C'est aussi ça qu'on dit dans le livre. Il y a pas de complot. C'est juste que on n'y a pas pensé ou on pensait pas forcément que les femmes étaient faites différemment. Et puis bon, après tout, l'endométriose, ça parlait à personne encore il y a 10 ans. Bien sûr. Tu lâchais le mot endométriose dans une discussion, personne savait ce que c'était. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte que non, c'est pas normal d'avoir mal quand on a ses règles. C'est pas normal d'avoir mal en général et qu'il y a des maladies qui sont très invalidantes. On peut parler du fibrome. Bon, ça fait un peu bizarre quand on explique aux hommes que parfois on perd des litres de sang. C'est un peu dégoûtant parfois, mais ça commence à s'entendre. Pareil, par les ménopauses, on commence à en parler. C'est plus aussi choquant, aussi tabou qu'avant. Et donc, ça commence, on sent qu'il y a un frémissement du côté, justement, de la recherche. Mais à côté, la recherche, elle en est au tout début. Mais tu dis, il n'y a pas de complot. Certes, il n'y a pas de complot, mais quand même, tu cites un exemple édifiant dans ton livre, celui du vaccin contre l'herpès, qui ne fonctionnait que sur les femmes et qui donc a été abandonné. Bah oui, parce que c'est incroyable. Bah oui, mais il y avait la moitié de la population sur qui ça n'agissait pas, donc on l'a abandonné. Ça ne rapportait pas assez, en fait. C'est ça. Bon, c'est incroyable. Ouais. Et inversement, quand on regarde par exemple le financement des maladies de femmes, je ne sais pas si tu te souviens, Emmanuel Macron en 2022 avait lancé un grand plan endométriose, lutte contre l'infertilité, 30 millions d'euros. Bon, à ma connaissance, ils n'ont toujours pas été débloqués, ces 30 millions d'euros. Mais si on compare, à côté, on avait aussi annoncé un plan pour le numérique en santé, 650 millions d'euros. C'est 20 fois plus. Donc en fait, c'est des gouttes d'eau ce qu'on annonce aujourd'hui dans la recherche. Et le problème, c'est que les laboratoires pharmaceutiques, eux, ne sont pas encore prêts à investir. On est trop loin, c'est trop prématuré pour qu'il y ait un médicament. Il faut une dizaine d'années avant qu'on trouve un médicament. On ne sait même pas comment fonctionne l'endométriose. On ne sait pas comment ça arrive. On ne sait pas quels sont les mécanismes de la maladie. Et donc, on est encore très très loin d'avoir un médicament qui guérit. On est trop loin pour les laboratoires pharmaceutiques qui ont un système capitalistique, quoi qu'on en pense, mais en tout cas, par exemple, aujourd'hui, ils sont beaucoup sur le cancer parce qu'on a compris déjà plein de choses sur le cancer et on a des médicaments. L'endométriose, c'est beaucoup trop prématuré, il en faudra encore au moins 10 ans avant qu'on comprenne. Et donc, les investissements viennent pas, les investissements privés, en tout cas, viennent pas encore. Puis, pardon d'être cynique, mais des médicaments contre le cancer, ça coûte très cher.
Alors chez nous, c'est bien remboursé, mais Oui. ça rapporte au labo. Enfin, Oui, après, ils les vendraient aussi très cher s'il y avait un médicament endométriose, j'en suis certaine. Mais voilà, on est pour le moment encore un petit peu trop loin, mais il y a fort à parier que si on cherche, si on trouve, parce que c'est ça aussi, pour trouver, il faut chercher. Pour le moment, c'est pas encore vraiment le cas. Il faut être très motivé quand on est un chercheur et qu'on veut travailler sur les maladies de femmes. Il n'y a pas encore les financements. Mais le jour où on commencera à trouver, là, les laboratoires s'y mettront. Ils vendront peut-être très cher leurs médicaments, mais au moins les femmes auront des solutions. Oui, parce que ce manque de recherche, c'est quand même, quand vous dites on est négligé, ça nous porte préjudice. Parce que la migraine, par exemple, qui semble être liée aux hormones sexuelles, il y a peu de recherche, par exemple, là-dessus. Alors justement, on a interviewé l'association des migraineux, la Voix des migraineux, et la présidente nous disait ça a toujours été considéré par les médecins comme une maladie de bonne femme. Effectivement, il y a plus de femmes qui souffrent de migraines que d'hommes, et ces maladies de bonne femme, c'est pas prestigieux quand on est médecin, quand on est un jeune médecin, un jeune neurologue. On va pas vers ce genre de maladie, on va plutôt se spécialiser dans d'autres maladies plus prestigieuses, et donc la recherche empathie. Ouais, mais c'est un scandale, moi je trouve. Et la recherche sur Alzheimer a aussi pris du retard. Oui, Alzheimer, 6 malades sur 10 sont des femmes. C'est ça, exactement, parce qu'on suppose que c'est lié à la chute d'œstrogène. Mais tout ça, en fait, a un coût finalement, parce que ce qu'on ne met pas dans la recherche, après, le coût, il repose sur le soin, les médicaments, le traitement. Donc, en fait, c'est absurde. Si on faisait plus de recherche, on serait plus dans la prévention. Voilà, c'est ça. Et si on avait une espèce de déclencheur qui est on met plus d'argent sur la recherche publique commence au moins à comprendre les mécanismes, et bien là, peut-être qu'il y aurait davantage de recherche. Ça fait toujours un peu l'effet boule de neige. C'est vraiment le côté... plus on commence à chercher, plus on commence à trouver, et plus ça attire justement les professionnels, les chercheurs, les laboratoires pharmaceutiques. Et aujourd'hui, par exemple, on voit avec le cancer, ce modèle de financement de la recherche du cancer, ça cherche de partout. Tous les grands labos sont sur le cancer, et on fait des progrès phénoménaux depuis 5 ou 10 ans. Je fais juste une petite parenthèse. J'ai lu dans ton bouquin que les fonds d'investissement pour la recherche étaient détenus en majorité par des hommes. Par des hommes. Donc le jour où il y aura plus de femmes aussi, peut-être qu'elles s'intéresseront davantage aux maladies féminines. Ça commence. Oui, effectivement. Ouais. Les laboratoires privés, il y a des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans les sciences de la vie, sont tenus par des hommes, et on nous a raconté justement des gens qui avaient des solutions, qui voulaient les développer, sont arrivés devant des financeurs et leur ont dit voilà, moi j'ai tel et tel projet, et on leur a ouvert des grands yeux écarquillés en disant mais de quoi elle me parle Et oui, c'était des hommes. De plus en plus, il y a des femmes dans les fonds d'investissement. De plus en plus, il y a des femmes médecins aussi, il y a des chercheuses médecins donc, qui sont peut-être aussi un peu plus intéressées par ce genre de problématique, on peut le comprendre. Et on sent quand même qu'il y a un frémissement. Le livre, c'est pas aussi pour dire que tout est noir, mais on sent qu'il y a un frémissement, ça commence à bouger, mais on part de très loin. Mais il faut que les choses changent absolument. Alors, chères auditrices, je ne sais pas si vous avez entendu parler du fibrome utérin, mais il faut qu'on en parle, parce que ça concerne une femme sur 2 après 50 ans. Les femmes sans enfants et en surpoids ont davantage de risques. Alors, quand même, Solène, c'est la maladie féminine, ça aussi j'ai appris, la plus fréquente. Et beaucoup d'entre nous n'en ont jamais entendu parler. Oui, et jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait jamais eu un congrès en France sur le fibrome. C'est il y a 2 ans seulement qu'il y a eu ce premier congrès sur le fibrome. C'est une maladie dont personne ne parle vraiment. Alors, en général... Pour la faire simple, on perd beaucoup de sang. Ça, c'est les principaux symptômes. Et quand on va voir un médecin, on a d'ailleurs interviewé une patiente qui disait, moi, je suis allée voir un médecin, la solution tout de suite pour lui, c'était l'hystérectomie. Allez hop, c'était c'est-à-dire radical. l'ablation de l'utérus. Voilà, on vous enlève l'utérus. Elle avait 35-36 ans. Ça, pardon, on l'a fait quand même beaucoup. Je ne sais pas si à chaque fois c'était justifié. Et voilà. Parce que j'entends beaucoup parler d'hystérectomie. Je me rendais même pas compte qu'il y en avait autant en fait. Voilà, c'est ça. Alors c'est la solution radicale. Un peu de facilité, j'ai l'impression. Horrible. Ouais. Mais c'est pas anodin. On vous retire l'utérus. Ça veut dire, c'est une grosse intervention. Bien sûr. En plus. Et puis psychologiquement, ça a des effets. Vous pouvez plus avoir d'enfants. Ouais. Et puis derrière, vous risquez davantage de maladies cardiovasculaires. Donc c'est quand même quelque chose de très radical. Et justement, cette patiente dont on raconte le témoignage dans le livre, elle est quand même, ça l'a un peu turlupiné. Elle s'est dit, oh là là, je pensais pas justement qu'on allait devoir
devoir me retirer l'utérus. Elle est quand même allée voir un autre médecin pour un deuxième avis, qui lui a dit tout de suite, mais c'est complètement bénin, madame. Mais non, pas du tout. On va pas du tout vous retirer l'utérus, on va faire autrement. Et donc voilà, il y a aussi cette question de peut-être la formation des médecins, la question de solutions d'habitude. Sur l'hystérectomie qu'il faut aussi déconstruire aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle quand même concernant le fibrome utérin, c'est que le risque diminue considérablement à la ménopause parce que le niveau des œstrogènes baisse. Oui. Parce que, donc ça fait partie des aspects positifs entre guillemets de la ménopause. Et c'est des choses aussi qu'on apprend au fur et à mesure avec la recherche. On commence à apprendre pas mal de choses, mais il faut encore en faire beaucoup. Il y a plein de maladies dont on ne parle pas beaucoup, fibromyalgie, syndrome des ovaires polykystiques. Bon, ça c'est encore du chinois pour plein de gens, mais voilà, endométriose, ça y est, ça commence. Les gens voient à peu près de quoi on parle. Ouais. Et alors juste parce qu'on parlait de l'ablation de l'utérus, il y a encore 60 000 interventions en France chaque année. Alors je ne dis pas qu'elles ne sont pas justifiées pour la plupart d'entre elles, mais c'est vrai que le corps des femmes, on en a un peu disposé dans la médecine. Après, on a pu parler de violence d'ailleurs sur le corps des femmes, un peu légèrement. Je ne sais pas si c'est la conclusion que tu tires de cette enquête de 2 ans. Alors c'est vrai que ce témoignage-là de Camille, on s'est dit, mais c'est quand même impressionnant. Elle arrive, on lui dit, elle arrive chez le médecin, on lui dit tout de suite, on va vous retirer l'utérus sans vraiment prendre de gants. C'est pas rien. Je ne sais pas si le médecin s'est rendu compte en lui disant ça que c'est pas totalement anodin d'une femme de lui dire bon allez hop, c'est pas lui donner un Doliprane quoi, c'est vraiment lui dire on va vous retirer l'utérus, vous avez pas encore d'enfant en plus, c'est pas simple quoi, mais voilà. On va parler du traitement hormonal de la ménopause, Solène. On n'est pas médecin, donc on va parler avec prudence. Mais ce traitement, il pâtit clairement d'un manque de recherche. Il a suffi d'une étude en 2001 aux États-Unis pour le discréditer. Alors aujourd'hui, à condition d'évaluer les risques avec son médecin, etc., on peut le considérer, éventuellement. Mais c'est vrai qu'on manque encore de recherche. C'est quand même hallucinant. Ça concerne 12 millions de femmes. Oui, et alors aujourd'hui, on a beaucoup réhabilité. Beaucoup de médecins réhabilitent le THM, le traitement hormonal de la ménopause, parce qu'il y a eu cette étude aux États-Unis il y a 20 ans qui a fait beaucoup de mal, où on disait, attention, ce traitement hormonal de la ménopause, entre autres, il augmente le risque de cancer du sein. Et on s'est rendu compte que cette étude, elle était quand même très mal fichue, cette étude américaine. On avait pris des femmes pour tester qui fumaient, qui étaient obèses, dans la soixantaine aussi, qui le prenaient depuis 10 ans, alors qu'en France on le prend pas aussi longtemps. Enfin voilà. Et c'était sur en plus un traitement, on va dire à l'américaine, qui était fabriqué à partir d'œstrogènes équins, donc issus de juments. Ouais. Voilà. Le THM, le traitement hormonal de la ménopause à la française, c'est pas du tout la même chose. C'est plutôt des œstrogènes, on va dire, similaires à des œstrogènes naturels. Donc, il n'y avait rien à voir avec nos standards à nous. Malgré tout, ça fait beaucoup de mal, justement, au THM, au traitement hormonal de la ménopause. Oui, puisque résultat, on dit souvent, ça s'est effondré. 6% des femmes en prennent. 6% aujourd'hui, c'est l'étude ELISA de 2022 qui dit qu'il n'y a plus que 6% des femmes ménopausées qui en prennent. Et on le réhabilite, mais les préjugés ont la vie dure. Tout à fait. Et effectivement, alors il y a eu quand même quelques études qui ont été faites. Il y a une méta-analyse, c'est-à-dire un super résumé de la science qui a été fait par la revue américaine Cellule en anglais, qui fait référence justement, qui fait un peu tout le résumé de ce qu'on sait justement du traitement hormonal de la ménopause. Il y a également un dossier qui est très très bien fait sur le site de l'INSERM, le site de l'Institut de recherche français, et qui explique le traitement hormonal de la ménopause, quels sont les risques, les avantages. C'est super, c'est super bien fait. Et puis les alternatives aussi, ce qui marche pas, ce qu'on a testé, l'hypnose, etc., etc. Et ça, c'est très très bien fait. Ça, c'est une bonne ressource. Merci de nous la donner. Mais ce qu'on constate quand même, c'est, alors, outre le manque de recherche, le manque de formation aussi. Parce que la ménopause, le traitement, tout ça, c'est quoi ? C'est 2 heures dans les études de médecine. 2 heures sur 10 ans d'études. Non, mais c'est fou. C'est incroyable.
Ouais. Et par exemple, sur la ménopause, la Haute Autorité de Santé, qui est l'autorité scientifique indépendante française, avait pas revu ses recommandations depuis plus de 10 ans. Elle est en train de se remettre au travail, de retravailler dessus, mais on sent que ça a été laissé en jachère pendant très longtemps, le travail scientifique sur la ménopause. Et c'est aussi ce côté business après dont on parle. Il y a tout un méno-business qui se monte autour de la ménopause. Ouais, alors justement, Parce on qu'il y a va en un parler. trou. Parce que justement, les médecins ne savent pas forcément vous dire. D'ailleurs, quand vous allez en consultation, vous avez 50 ans. Moi, j'ai interrogé plein de femmes. Alors, j'ai pas encore 50 ans, mais eux qui avaient 50 ans, ou la cinquantaine, et qui m'ont dit, moi, je suis allée chez mon médecin, jamais il m'a parlé de la ménopause. Et parce qu'ils n'ont pas forcément été formés à ça. Je te confirme que tu le découvres un jour dans le cabinet de ta gynéco qui t'annonce ça de but en blanc, alors que effectivement on t'en a pas parlé avant. Ça fait partie aussi des problèmes. Alors justement, le méno-business, donc tu dis il y a un vide, donc il y a tout un tas de solutions alternatives, je mets des guillemets, qui s'engouffrent dans ce vide. Et alors, toi, tu as un peu répertorié ce business des solutions naturelles, soi-disant, dont l'efficacité n'est pas franchement avérée, quoi. Oui, il y a tout un hormone bashing en ce moment, justement. Il y a eu plein de scandales aussi qui font que les femmes peut-être se détournent de ce qui peut être chimique, que ce soit la pilule ou le traitement hormonal de la ménopause. Et on revient à un argumentaire de vente, c'est naturel, ça va être génial, ça va vous guérir, madame. Sauf que ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Le cyanure, c'est naturel. Bien voilà. Sûr. Et puis surtout, tu parles aussi de cette vogue des applis qui se basent sur la méthode Ogino. Alors, ça parle peut-être pas aux plus jeunes, mais c'est les méthodes de température de nos grands-mères. Et résultat, il y a plein de femmes qui tombent enceintes. Oui. C'est les applis de suivi des règles. Celles qui vous promettent de vous dire quelle sera la prochaine date de vos règles. Et puis, qui vous disent aussi, du coup, à quel moment vous serez fertile ou non. Et il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui s'en servent comme outil de contraception, mais ça marche pas du tout. C'est des simples calendriers qui disent, qui calculent 28 jours pour un cycle, sauf que les cycles des femmes sont pas forcément de 28 jours, donc ça marche pas toujours très bien. Et pour en revenir à la ménopause, c'est pareil, tout ce qui est un peu naturel ne fonctionne pas forcément. On a couru un peu les salons des médecines douces, et j'ai le souvenir... ah oui, ça c'est drôle, c'est une partie assez drôle. D'une dame qui voulait me vendre des compléments alimentaires pour prévenir la ménopause, enfin les symptômes de la ménopause, style bouffée de chaleur. Et je lui dis, mais je suis pas encore ménopausée. Et elle me dit, mais c'est pas grave. Comme ça, vous aurez pas de symptômes à la ménopause. Oui, bien sûr. D'accord, oui. À 30 € par mois, pendant des années, j'ai 44 ans aujourd'hui. Si ça arrive comme la moyenne, 50-51 ans, j'ai quelques années quand même à dépenser. Alors, la périménopause, tu sais que c'est avant. Ça peut être avant. 47 et même parfois 45. Mais bon, et ça veut dire que si un jour, effectivement, j'ai pas de symptômes à la ménopause, je dirais, c'est peut-être ces compléments alimentaires. Ou peut-être pas, parce qu'il y a un quart des femmes qui n'ont pas de symptômes. C'était 30 € par mois. Oui, c'était une trentaine d'euros par mois. Et en plus, quand on est allé regarder, parce qu'on a regardé justement la composition, alors c'est plein de plantes un peu exotiques qu'on connaît pas, mais ça fait classe, ça fait chic. En fait, tout ça avait testé simplement sur des rats et il n'y avait pas vraiment de résultats, quoi. Mais il faut les comprendre, celles qui cherchent des alternatives. Parce qu'il y a une errance médicale parfois aussi sur la ménopause. Bien sûr. Ou la périménopause, il y a des femmes, énormément de femmes qui m'ont raconté qu'elles allaient voir leur médecin, leur gynéco, à 47, 48 ans, et disaient, est-ce que je serais pas en périménopause ? Mais non. Énormément de médecins répondent ça. Vous êtes trop jeune. Alors que non, ça peut commencer on a même à la quarantaine pour certains. On a le témoignage de Justine, 43 ans, Exactement. qui a quand même quelque chose qui ressemble fortement à des bouffées de chaleur, et son gynéco lui a dit, mais non, c'est pas ça. Il reste à 43 ans avec ses bouffées de chaleur, elle sait pas quoi faire. Donc... Voilà, il y a ça, il y a un grand vide, il y a plein de questions. On sent qu'on peut pas toujours discuter avec un médecin de la ménopause. Et quand derrière, on vous propose des solutions un peu miracles, notamment quand c'est des charlatans, vous vous dites pourquoi pas. Et puis 50 ans, c'est l'âge où on commence à être parfois installé financièrement, donc on a peut-être un peu d'argent à dépenser. Mais bon, si c'est pour dépenser 30 € par mois dans des compléments alimentaires qui sont l'équivalent du sucre... Ou du placebo parfois. Voilà. Solène, je voulais finir par ces chiffres que je trouve dingues, encore une fois.
80% des femmes se préoccupent davantage de la santé de leurs proches que de la leur. 77% repoussent leur consultation chez le médecin. 38% seulement font des bilans de santé périodiques. Est-ce qu'on peut finir par quelques conseils ? Oui, alors c'est vrai que les femmes s'écoutent peu, s'occupent plutôt de la santé de leurs conjoints, de leurs enfants, et résultat, elles ont une santé qui est peut-être un peu moins bonne. Et le conseil, c'est prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Allez chez le médecin. Quand on vous propose des solutions farfelues ou des guérisons miracles, attention. Allez sur les sites internet, on va dire, des grandes institutions. Je vous disais tout à l'heure l'INSERM. Ils ont des dossiers qui sont très très bien faits, très bien fichus, où on comprend plein de choses. Attention aussi à ce qu'on trouve sur internet, les charlatans avec des compléments alimentaires, des guérisons miracles, etc. Si vous voulez dépenser de l'argent, pourquoi pas dépenser de l'argent dans des compléments alimentaires, mais ne soyez pas dupes et surtout, faut pas se détourner, j'ai envie de dire, de la médecine. Et si vous vous dites que votre médecin n'est pas forcément très à l'écoute, très bienveillant, changez-en. Oui, allez en voir un autre. Alors je sais que c'est pas facile de trouver un toujours, médecin, ouais. et surtout un gynéco qui fasse pas de dépassement. Mais il faut toujours essayer de demander un deuxième avis. Bien Par sûr. exemple, l'hystérectomie, il faut demander un deuxième avis. C'est pas anodin quand même comme opération. Merci Solène Lehen, c'était hyper limpide. Merci. Et je rappelle le nom de votre livre, Les Négligés, enquête au cœur du business de la santé des femmes, publié aux éditions HarperCollins. Merci à vous d'abord d'être si nombreuses à écouter Chaud Dedans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode, de vous abonner aussi à la page Insta, comme ça on peut discuter. Merci à Marie Jaworski et Paul Berthiaud pour le montage et la réalisation. Merci à Juliette Livartowski et Marie Foulon pour la préparation de cet épisode. Alors, je le dis chaque semaine, mais là, ça résonne encore plus. Prenez soin de vous.